Salut, moi c'est Jérôme Vermelin et vous écoutez Les gens qui lisent sont plus heureux. Et si, à l'heure où les réseaux sociaux vampirisent nos cerveaux, prendre le temps d'ouvrir un livre était devenu un acte de résistance? Ce podcast, c'est celui des passionnés de lecture, sous toutes ses formes, sans préjugés. Dans cet épisode, mon invité est le romancier Julien Sandrel. Je crois que lire un livre, en fait, ça a des effets à plein de niveaux. En fait, je pense que ça nous permet de prendre le temps, de faire une sorte de pause dans un monde qui justement va très très vite. C'est quelque chose c'est une activité qui permet de se calmer extérieurement, mais aussi de nous remuer intérieurement. Cet épisode avec Julien Sandrel, je devais l'enregistrer le 17 mars dernier, à l'occasion de la sortie de son 3e roman Les Étincelles, chez Calman Levy. À la dernière minute, nous avions décidé de reporter notre rendez-vous en raison de l'épidémie de coronavirus. Confinement oblige, c'est par téléphone que nous nous sommes retrouvés quelques jours plus tard. Julien Sandrel est un auteur dont la carrière d'écrivain a démarré sur les chapeaux de roue en 2018 avec La Chambre des Merveilles, l'histoire d'une mère qui tente de sortir son fils du coma en réalisant ses rêves les plus fous. Grâce au succès de ce premier roman, en cours d'adaptation au cinéma, Julien a quitté le monde de l'entreprise dans lequel il travaillait pendant 15 ans. Après la vie qui m'attendait l'an dernier, il vient donc de publier Les Étincelles. C'est l'histoire de Phénix, une jeune femme qui a abandonné son rêve de devenir pianiste après la mort accidentelle de son père, jusqu'au jour où elle fait une découverte qui va tout remettre en question. Comme de nombreux écrivains, Julien a dû renoncer à aller à la rencontre de ses lecteurs pour la sortie de ce nouveau roman. Il est confiné chez lui avec sa compagne et leurs 2 enfants, un quotidien inédit dont nous avons pu discuter le temps d'un podcast, pas tout à fait comme les autres. Bonjour Julien Sandrel. Bonjour Jérôme. Ça va bien ? Ça va très bien, merci. Ça va bien, merci. Enfin, en même temps, on vit une période un peu particulière puisque ce podcast, il est enregistré, je pense que ça s'entend un petit peu par téléphone. Julien, vous étiez... normalement, on devait se rencontrer le 17 mars dernier pour parler de votre dernier roman, Les Étincelles. Et puis, la France est entrée en confinement, donc on a annulé la veille pour le lendemain sans savoir quand on se reverrait. Moi, déjà, j'aimerais savoir, comme des millions de Français, comment vivez-vous cette période incertaine ? Écoutez, en tout cas, je le vis avec le plus de calme et de philosophie possible. Je mentirais si je disais que c'était extrêmement facile parce que je vis à Paris, j'ai 2 enfants, donc on est tous les 4 avec ma femme et les 2 enfants dans un appartement. Donc c'est pas si facile au quotidien. Ma femme est directrice d'un labo de recherche de l'INSERM, donc elle est assez mobilisée sur les problématiques liées au virus justement. Et donc je me transforme assez souvent en professeur pour mes enfants qui ont 12 et 8 ans. Ouais. Donc, c'est pas tous les jours facile, mais honnêtement, étant donné qu'on est en forme, on va bien, je me sens très chanceux. J'ai par ailleurs dans mon entourage des personnes très proches, notamment mon frère qui est en première ligne et qui est médecin réanimateur à la PHP. Donc, par rapport à tous ces soignants, les pompiers, même les caissiers, etc., tous ces gens qui font tourner la société aujourd'hui, c'est clair que moi, je vis un confinement plutôt confortable et je suis surtout rempli de gratitude pour toutes ces personnes qui nous permettent justement de nous isoler et de ne pas propager ce virus. C'est intéressant, ces proches que vous avez, commencé par votre épouse, qui peuvent vous parler un peu, peut-être de manière plus précise de ce qui se passe en ce moment. Je pense qu'on va y revenir. Moi, déjà, j'aimerais que vous me disiez à quoi ressemblent les journées de la famille Sandrel en confinement. Ça commence à 8h du matin, 7h du matin, comme si on allait à l'école ? Alors pour nous, pour les adultes, on va dire, ça commence comme si on allait à l'école et au travail. Donc effectivement, nous, on se lève normalement. À partir de 8h maximum, on est en gros devant nos ordinateurs et ou connectés selon nos activités. Et en revanche, on a fait le choix de laisser les enfants dormir un peu plus longtemps. Donc du coup, on les couche un peu plus tard le soir aussi et on les laisse dormir un peu plus longtemps. Donc mon fils, on va dire, se lève entre 9h et 10h. Et après, il est en 5e, donc il travaille jusqu'à 17h à peu près, quelque chose comme ça, avec une longue pause le midi. Et ma fille, elle n'a que 8 ans, mais elle dort comme un adolescent. C'est-à-dire que si on la laisse dormir, elle se lève pas avant 11h généralement. D'accord. Donc,
Donc c'est comme ça que ça se passe. Généralement, elle se lève vers 11h, 11h30 et ensuite, pareil, elle travaille jusqu'à ce qu'elle ait terminé ses cours et ses devoirs. Et donc, comme elle est en CE1, évidemment, ça va quand même plus vite. Et donc, vers 15h, 15h30, généralement, elle a terminé. Est-ce que c'est vous le professeur pour votre fille ou elle arrive à faire les devoirs toute seule? Non, elle est très autonome. En fait, c'est plus mon fils qui a besoin de pas de soutien, mais en tout cas d'explications, etc. Parce qu'il y a quand même les différentes matières. C'est pas facile de trouver les informations puisque les professeurs ont pas forcément accès tous aux mêmes outils. L'outil qu'ils utilisent d'habitude au collège a planté récemment. Donc du coup, il faut aller trouver les informations, soit par mail, soit sur les blogs de certains professeurs. Donc du coup, je l'aide d'un point de vue logistique et puis parfois je l'aide aussi sur des notions qu'il n'a pas compris. Donc voilà, c'est un peu compliqué pour moi, je vous avouerai, de trouver le temps et la capacité de m'isoler pour justement écrire, parce que c'est vrai que quand j'écris, j'ai besoin de plages horaires assez longues, de plusieurs heures d'affilée généralement pour rentrer dans un personnage et puis raconter ce que le personnage est en train de vivre. Et là, c'est vrai qu'en ce moment, c'est un petit peu compliqué. Mais bon, voilà, encore une fois, tout va bien d'un point de vue santé et c'est bien là l'essentiel et le primordial. Alors oui, vous venez d'en parler, l'écriture c'est difficile, surtout j'imagine, vous veniez de publier un livre, hein, votre nouveau roman, Les Étincelles, il était sorti fin février, oui. Et comme beaucoup d'écrivains, qui ont sorti un livre ou qui s'apprêtaient à sortir un livre, vous vous retrouvez confronté à une situation assez terrible, c'est que non seulement les librairies sont fermées depuis le début, oui. Et maintenant les plateformes dont on ne citera pas forcément le nom, ne font plus du livre une priorité de livraison. Est-ce que finalement, c'est une situation que vous comprenez ? En tout cas, je comprends le degré de priorisation, puisqu'évidemment, si on en est à prioriser les activités qui sont indispensables à la survie des gens, évidemment, le livre n'apparaît pas forcément comme une activité prioritaire. Maintenant, quand c'est mis dans la balance avec le tabac, par exemple, on peut quand même se poser la question. Ceci étant dit, je serais plus pour la limitation des commerces de tabac et le confinement plutôt que la réouverture des librairies, parce que je pense que d'ailleurs je pense que c'était la position d'un certain nombre de libraires indépendants de ne pas mettre en danger les personnels finalement si ça n'est pas nécessaire. Donc je comprends complètement ça. Après, d'un point de vue purement égocentré, on va dire, d'un point de vue des auteurs comme moi qui ont sorti un roman récemment, c'est sûr que c'est triste de voir la carrière d'un roman en tout cas s'arrêter ou être suspendu comme ça. Maintenant, voilà, je fais confiance aux libraires évidemment et puis ensuite aux lecteurs pour être au rendez-vous lors de la réouverture, notamment des librairies indépendantes, et de se rendre en masse pour acquérir les romans qu'ils n'ont pas pu acquérir pendant cette période de confinement. On a des chiffres de l'Institut GfK. Les ventes de livres là ont baissé de 56% par rapport à la même semaine de l'année dernière. C'est terrible. Ouais. C'est énorme, oui. Pour un secteur qui souffre de manière régulière quand même. C'est terrible et j'espère de tout cœur que justement les libraires notamment vont réussir à s'en sortir, parce que c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de librairies qui sont en équilibre financier précaire et j'espère que le gouvernement va prendre les mesures nécessaires pour s'assurer que ces professionnels indispensables à la filière livre parviennent à survivre, parce que ça serait dramatique si on sortait de là avec une épidémie de fermeture de librairies. Je pense qu'on aurait perdu beaucoup de choses et on aurait perdu encore plus que de la richesse matérielle, de la richesse intellectuelle, et ça, ce serait, je pense, dramatique pour notre société. Les Étincelles, à la fin de la période de confinement, ça sera comme un nouveau roman. On peut dire ça, non ? Vous l'envisagerez comme ça, vous, non ? Ouais. J'espère, ce serait bien. Ce serait bien que les libraires, les journalistes, les blogueurs se réemparent des livres effectivement qui sont sortis juste avant la période de confinement. Voilà, on verra. L'avenir nous le dira, mais je pense que de toute façon, ce confinement est nécessaire. Donc, malgré tous les impacts que ça peut avoir, je pense qu'il faut essayer de le prendre avec le plus de recul et de philosophie possible, surtout quand on a la chance de simplement être confiné sans être confronté directement à ce qui est terrible avec les morts, les malades de ce coronavirus.
Alors les étincelles, je vais quand même, on va en parler et je vais donner aux gens envie de, soit de le commander, de le précommander ou de le shipper à leurs voisins s'ils l'avaient acheté avant le confinement, pourquoi pas. On va en parler. C'est un roman où la science joue un rôle assez important. Hein. C'est l'histoire d'une femme qui s'appelle Phoenix. Son père est scientifique. Il est décédé d'un accident de voiture. Elle a mis de côté un peu sa vie, ses rêves. Elle a mis tout ça un peu entre parenthèses. Elle voulait devenir pianiste. Et puis elle découvre, je ne vais pas tout spoiler, que peut-être son père n'est pas mort comme elle le pensait, et que peut-être il a été victime d'une multinationale qui pollue la planète. Comment est-ce qu'elle est née, cette intrigue ? Alors cette intrigue, en fait, elle est née d'un fait divers d'il y a quelques années qui m'avait marqué, qui était en fait des clientes anglaises d'un grand magasin de vêtements qui avaient trouvé à l'intérieur de leurs vêtements, sur les étiquettes, des messages d'alerte. Donc écrits dans une langue étrangère et qui essayaient de les alerter sur les conditions de travail en fait. C'est-à-dire que c'était des ouvriers à l'autre bout de la planète qui tentaient d'alerter les consommatrices anglaises sur la manière dont les vêtements avaient été produits. Et en fait, cette histoire-là m'avait marqué parce que je m'étais dit, en fait, la vie finalement de ces clientes anglaises ne peut pas rester la même. Disons qu'elles sont confrontées quand elles trouvent un message, un appel à l'aide, un message de détresse comme ça, à quelque chose d'assez terrible qui est finalement est-ce que j'agis ou est-ce que je reste silencieux. Donc finalement ce message anodin les confronte à leur lâcheté ou à leur courage ordinaire finalement. Et moi j'avais envie de ça, de plonger des héros et notamment mon héroïne qui est une jeune femme tout à fait ordinaire dans quelque chose d'extraordinaire puisqu'elle se retrouve en fouillant dans les affaires de son père en possession de ce qui s'avère être un appel à l'aide et il va falloir qu'elle décide si oui ou non elle va agir. Alors évidemment elle va décider d'agir, sinon il ne se passerait plus rien dans le roman. Donc elle va décider d'agir et elle va décider finalement de se lancer dans un combat pour la vérité sur la mort de son père, sans savoir en effet qu'elle s'attaque à bien plus grand que ce qu'elle avait imaginé et sans savoir aussi que sa vie à elle va être totalement transformée et qu'en faisant cela finalement elle s'engage elle-même sur un parcours de résilience et elle commence finalement à se trouver elle-même, puisque c'était, vous le disiez, c'était une jeune femme qui au début du livre, au début du roman était un petit peu bloquée dans sa vie, qui avait mis entre parenthèses certaines de ses aspirations et en partant avec son frère qui est un geek bourré d'humour sur les traces de son père pour essayer de comprendre ce qui s'est passé et pour essayer de comprendre s'il est mort de manière accidentelle ou pas, eh bien elle va aussi se trouver elle-même et elle va faire des choix déterminants pour son destin et elle va révéler la jeune femme combative, courageuse qui était un petit peu cachée sous les aléas de la vie. Le roman est raconté pour l'essentiel, enfin pratique toujours à la première personne, qu'on passe d'un personnage à l'autre, et notamment Phoenix, qui est le personnage central. Vous l'écrivez avec le jeu, hein, c'est comme si c'était vous. Qu'est-ce qui est le plus difficile, d'écrire un roman du point de vue d'une jeune femme d'une vingtaine d'années, ou de raconter une sorte un peu de techno-thriller comme ça qui puise son inspiration dans l'actualité? C'est quoi le plus difficile des deux? Alors, je ne sais pas s'il y en a un qui est plus difficile que l'autre. Je dirais que il y en a un qui est pour moi une sorte de nécessité, c'est-à-dire le fait d'écrire à la première personne. C'est vrai que pour l'instant, à quelques exceptions près et quelques passages de narration près, dans les différents romans que j'écris toujours à la première personne. Et pourquoi ? Parce qu'en fait, alors je ne suis pas acteur, j'ai jamais fait de travail d'acteur, donc je ne sais pas comment les acteurs travaillent, mais j'ai l'impression que peut-être ils travaillent de la manière dont j'écris, puisque moi, quand j'écris, j'essaye vraiment de me mettre dans la peau de mon personnage. Donc, je me mets en condition, j'écoute de la musique et je me dis, voilà, je suis ce personnage-là, à cet instant de sa vie, avec tout ce vécu et toutes ces émotions passées. Je suis face à cette situation, comment est-ce que je réagis ? Et du coup, assez naturellement, j'écris à la première personne, puisque je décris, finalement, j'essaye de décrire le plus précisément possible la vie intérieure et les actions de cette personne.
Et après, sur ce que vous appelez alors techno-thriller, je pense pas que ce soit un techno-thriller, mais en tout cas, disons que par rapport à mes 2 premiers romans, dans celui-ci, en plus de la dimension de parcours initiatique et d'émotion et d'histoire de famille, qui est un petit peu ce que moi j'adore traiter, j'ai rajouté une dimension un peu plus intrigue. Oui. Et donc là, effectivement, ça demande un peu plus de construction. Donc c'est vrai que par rapport à mes autres romans, notamment par rapport à mon premier roman, La Chambre des Merveilles, celui-ci, je l'ai écrit de manière un peu plus construite. C'est-à-dire que j'ai ressenti le besoin d'écrire, avant de me lancer, un synopsis assez détaillé, de manière à être clair sur les différents rebondissements et sur le dénouement. Ce qui n'était pas forcément le cas, par exemple, dans l'écriture de La Chambre des Merveilles. J'étais clair sur le début, j'étais clair sur le dénouement aussi, mais je m'étais laissé beaucoup plus de liberté, on va dire, sur ce qu'il allait se passer au milieu de l'histoire, parce que c'était ça qui m'intéressait et cette histoire s'y prêtait. Mais là, sur celui-ci, donc j'ai évidemment dû construire un petit peu plus et je dois dire que j'ai beaucoup aimé. C'est vrai que c'est quand même une des beautés, une des particularités du roman, et notamment quand on écrit à la première personne. Alors qu'on écrive ou qu'on lise des romans à la première personne, c'est qu'on est complètement dans la peau des personnages. Et alors sans aller jusqu'à la période actuelle où l'instant qu'on vit, on a besoin un petit peu on est un peu contraint de se replier sur soi-même. Il y a une forme d'introspection dans le fait d'écrire à la première personne, non ? Oui, tout à fait. En fait, c'est à la fois une introspection, puisque évidemment, je mets beaucoup de moi dans chacun des personnages. Moi, je pense que je serais incapable d'écrire quelque chose d'autobiographique, parce que déjà, je pense que ça n'intéressera personne. Ouais. Et par ailleurs, c'est pas moi ce qui m'intéresse en termes d'écriture. Moi, je suis vraiment attiré par le romanesque. Donc, je mets évidemment un peu de moi dans chacun des personnages, dans leur manière de réagir, etc. Mais j'essaye justement de garder cette distance et de vivre finalement à travers ces personnages des émotions et des vies que je ne vivrai pas et que je ne vivrai certainement jamais, et heureusement parfois, parce que je les malmène quand même pas mal, mes personnages, généralement, donc il vaut mieux que je les vive par procuration, ces situations, plutôt que dans la vraie vie. Mais effectivement, moi, c'est ça qui m'intéresse, de me glisser dans la peau de personnes que je ne suis pas, et d'essayer d'imaginer avec empathie ce qu'ils ressentent et ce qu'ils vivent. Et qui sait, peut-être que vous croiserez une Phénix ou une jeune femme de son âge lors d'une dédicace. Dans quelques mois, elle vous dira Phénix, c'est moi. C'est possible, ça, hein? Eh ben, peut-être. J'espère. Ça voudra dire qu'il y aura des gens courageux qui seront prêts à prendre des risques pour que triomphe l'humain, on va dire, par rapport à l'économique, par exemple. Julien, il y a quelques jours, on parle d'économique, il y a quelques jours, vous avez reposté sur Instagram un extrait de votre précédent roman, La vie qui m'attendait, oui. Consacré aux hôpitaux. Votre héroïne, elle arrive à l'hôpital Nord à Marseille. Je vais lire juste quelques phrases parce que j'ai le livre sous les yeux. Vous écrivez « Rien ne ressemble plus à un hôpital qu'un autre hôpital. Partout la même frénésie, les mêmes visages tendus. Les hôpitaux manquent de moyens. Le temps est une denrée trop rare pour toutes ces femmes, tous ces hommes qui dédient leur jour, leur nuit à réconforter, sauver, améliorer ce qui peut l'être. Je les admire et j'en veux aux responsables politiques de ne rien faire, de tout céder à la puissance de la finance, de ne rien lâcher pour améliorer les conditions de travail de ces milliers de soignants, les conditions de vie de ces milliers de patients. » C'est quand même furieusement d'actualité ce que vous écriviez il y a encore 2 ans. Écoutez, malheureusement, oui. Puisqu'effectivement, c'est un passage que j'ai écrit il y a 2 ans. Et comme vous le dites, je pense qu'on voit aujourd'hui le fruit de justement tous ces arbitrages économiques au détriment de l'humain. Donc c'est aussi ce dont j'ai essayé de parler dans Les Étincelles. C'est quelque chose qui me tient à cœur. Cette manière qu'on a dans notre société de souvent privilégier finalement les intérêts économiques au détriment de l'humain. Et moi, j'ai envie, dans mes histoires, en tout cas, de remettre l'humain au cœur. Et dans cette histoire-là, dans Les Étincelles notamment, de montrer que il y a encore des gens, et heureusement, qui se battent pour que l'humain triomphe et que de mettre les intérêts économiques au premier plan, eh bien, ça peut être souvent totalement délétère. Et aujourd'hui, avec ce qu'on vit dans notre société, dans nos sociétés, puisque c'est pas qu'en France, évidemment, on met au jour toutes les failles de notre système actuel, avec justement ce triomphe
des activités économiques et ce triomphe des arbitrages économiques, puisqu'à un moment dans notre société, il y a quand même des gens qui ont décidé de diminuer le stock de masques et qui ont quand même décidé, puisqu'on parle du coronavirus, de diminuer le stock de masques, de couper depuis des décennies dans les budgets des hôpitaux, dans les budgets de la recherche, et tout ça avec une sorte d'arbitrage court terme qui finalement, on le voit aujourd'hui malheureusement, nuit totalement à notre société. Donc j'espère que ce temps de crise va permettre de rééquilibrer un petit peu les choses et de se rendre compte notamment des métiers par exemple qui sont totalement indispensables au fonctionnement de nos sociétés. Ces métiers qui sont parfois méprisés, parfois mal considérés, mal payés. Aujourd'hui, on voit qu'ils sont totalement indispensables pour une société en bonne santé, sans mauvais jeu de mots. Dans les étincelles, vous parlez des lanceurs d'alerte. Est-ce que dans la crise qu'on vit actuellement, il n'y a pas eu de lanceurs d'alerte ou alors est-ce qu'on ne les a juste pas entendus ? Je pense qu'il y a eu énormément de lanceurs d'alerte depuis des années. Et notamment, même si on regarde très récemment, l'année qui vient de s'écouler, il y a quand même eu un certain paquet de manifestations et de la part des soignants, notamment, sur les moyens affectés à l'hôpital. Ça passait beaucoup au second. C'est vrai que ça passait beaucoup au second plan dans l'actualité. En tout cas, oui. Enfin, je ne sais pas si ça passait au second plan dans l'actualité, mais en tout cas, je pense que c'était pas élevé au rang nécessaire et au rang d'urgence qu'on constate aujourd'hui. Voilà. Et j'espère de tout cœur que tout ça va être rééquilibré. Donc, malheureusement, cette crise aura permis au moins de regarder ça en face. En tout cas, moi, à mon humble niveau, dans mes livres, j'essaye de faire passer un petit peu d'humanité. Et dans les étincelles notamment, c'est vrai que je mets en scène des gens qui ont le courage de tirer la sonnette d'alarme, parfois en prenant des risques très très importants pour eux, pour leur santé, pour leur vie, pour la vie de leur famille, mais parce qu'ils sont mus par quelque chose d'un petit peu supérieur qui est finalement l'intérêt collectif. Et moi, j'aime bien cette idée de personnes qui ont le courage d'agir pour la collectivité et pour remettre l'humain au cœur des préoccupations. Vous me parliez au début de la discussion de votre compagne qui travaille à l'INSERM. Je peux vous demander ce qu'elle fait là-bas au quotidien ? Alors, elle dirige un labo de recherche où au quotidien, hors période de coronavirus, elle s'occupe de tout ce qui est relation entre ce qu'on mange et nos problèmes de santé. Donc, du coup, elle dirige une équipe qui a une étude qui s'appelle Nutrinet Santé, à laquelle d'ailleurs les gens peuvent participer et s'inscrire de manière volontaire, évidemment, pour essayer de comprendre sur des grandes populations, puisque je crois qu'il y a plus de 100 000 personnes qui participent à cette étude en France, les liens entre ce qu'on mange, entre notre assiette, le contenu de notre assiette, et le développement à long terme de maladies chroniques, de cancers, etc., pour essayer d'agir ensuite en amont sur les politiques de prévention, etc. Face à la situation actuelle, elle est combative, déprimée. Comment elle vit la situation ? Non, je pense qu'elle ne peut pas être déprimée face à la situation actuelle. Elle est plutôt c'est une personne très positive et puis c'est surtout une personne qui se bat au quotidien, une chercheuse par vocation. Chercheuse publique par vocation et qui veut agir effectivement pour le bien commun. Donc aujourd'hui, elle est particulièrement sollicitée puisque ils sont en train de mettre en place notamment des questionnaires à destination des populations qu'ils suivent dans cette étude, des questionnaires spécifiques au coronavirus pour comprendre par exemple l'impact du confinement sur l'alimentation, l'activité physique, l'état psychologique des gens. Donc c'est des choses qui vont être utiles à court terme mais aussi à moyen terme pour comprendre l'impact sur les populations de la situation qu'on est en train de vivre tous ensemble. Vous me parliez de votre frère qui est soignant. Dites-moi un petit peu, il travaille où lui ? Alors lui, il travaille dans un hôpital de la PHP, donc plus précisément à l'hôpital Beaujon, pour être précis. Et voilà, donc écoutez, il est mobilisé comme la plupart des soignants aujourd'hui. Donc il fait des gardes et puis voilà. Après, il me parle pas forcément. Justement, quand on se fait au téléphone, on essaye de parler d'autres choses et de lui changer un petit peu les idées. Donc on fait parfois des
ce qui est en train de naître là, ce mouvement d'apéro ou de dîner par Skype, etc. Donc on essaye de faire ça pour garder le lien avec la famille. Et voilà, donc on ne parle pas trop de ce qu'il vit au quotidien, parce que je pense qu'il est suffisamment impliqué pour qu'on puisse essayer justement de changer ses idées quand on le voit. Alors, beaucoup de gens en ce moment, j'écoute, j'imagine comme vous, beaucoup de débats à la radio et à la télévision. On entend beaucoup dire que le monde va changer de manière significative après cette pandémie. Est-ce que vous êtes d'accord? Et si oui, dans quel domaine? Alors, ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire que j'espère en fait que le monde va changer. Parce qu'en réalité, ce dont on est en train de prendre conscience, en tout cas ce dont toute une partie de la population est en train de prendre conscience, c'est que le tout économique ne peut pas fonctionner. Et c'est que l'humain doit être remis au cœur de nos sociétés. Et quand on dit l'humain, c'est la santé, mais c'est aussi l'éducation. Enfin, c'est justement tout ce qui apparaît dans cette période de crise comme quelque chose d'absolument indispensable. Et étant donné tous les arbitrages budgétaires qui ont été faits dans un certain nombre de pays, évidemment en France, mais pas qu'en France, on voit bien que ces domaines-là ont été rognés petit à petit. Qu'à chaque fois qu'il y a des arbitrages budgétaires, eh bien, on coupe dans l'éducation, dans les personnels hospitaliers, etc. Donc j'espère que cette prise de conscience générale va faire que, eh bien, non seulement les gouvernements, mais aussi les opinions publiques et les citoyens vont faire pression sur les autorités, sur les gouvernements, pour que justement les moyens soient rééquilibrés, soient réattribués sur les besoins fondamentaux et soient réattribués de manière solidaire. C'est-à-dire que évidemment, si les hôpitaux sont privatisés, ça n'est pas la solution non plus, puisque on voit bien que, par exemple, les situations concernant les masques, elles sont criantes de vérité. On voit bien que, eh bien, si on est un pays qui est équipé en usine qui produit des masques et qu'on n'en a pas suffisamment pour en exporter, on les garde pour soi. Donc il y a un moment où il va falloir aussi qu'on se dise d'un point de vue souveraineté, sécurité, santé, qu'est-ce qu'on intègre dans notre pays et quelles sont les industries qui sont indispensables et qui doivent être soutenues. Et quand je dis les industries, ça comprend aussi l'agriculture, puisque la souveraineté alimentaire, c'est quand même quelque chose d'extrêmement important, auquel moi je suis très sensible. Et pareil, les agriculteurs aujourd'hui, heureusement qu'ils continuent à travailler et à fournir les gens en alimentation, parce que sinon notre monde s'arrêterait définitivement. Je crois que avant d'être écrivain, vous travailliez pour une grande marque française à l'international, c'est ça, je ne me trompe pas? C'est ça, oui. Et vous aviez l'occasion de voyager beaucoup, j'imagine, non? Oui. Est-ce que vous pensez qu'on va moins voyager, moins prendre l'avion, ne serait-ce que par prudence, avant même les considérations écologiques? Écoutez, je ne sais pas du tout. Je pense que ça va dépendre totalement de la manière dont cette pandémie va évoluer. Je pense qu'une fois que les choses seront rentrées dans l'ordre, que peut-être un traitement, un vaccin aura été trouvé et massivement implémenté, j'imagine que tout le monde va se détendre, mais j'imagine aussi que ça va prendre un peu de temps. Je pense que malheureusement l'industrie du tourisme risque de souffrir encore pas mal de temps, puisque certainement il y aura toujours un doute et les gens vont surveiller les bulletins épidémiologiques des pays dans lesquels ils comptaient voyager avant d'y voyager. Donc là aussi, c'est un secteur qui risque d'être totalement sinistré et dont il va falloir prendre la mesure, parce que notamment, si on prend uniquement l'exemple de la France, je crois que le tourisme, c'est quelque chose d'extrêmement central et d'extrêmement important dans notre économie, et du coup là aussi les acteurs du tourisme vont devoir être soutenus, puisque sinon il y a un risque qu'il y ait des filières complètes qui disparaissent, quoi. Alors qu'en sera-t-il de la culture? En ce moment, je crois que c'est pas moins de 5000 romans qui ont leur date de sortie décalée. C'est des centaines de tournages qui sont suspendus. Je parle même pas des films qui doivent être décalés, dont la sortie était décalée à une date souvent un peu indéfinie. Est-ce qu'il y a un risque qu'on décide que la culture, finalement, les livres, le cinéma, la télé, tout ça, c'est pas très important et que ça passe après la santé, l'alimentation? Est-ce qu'il y a un risque pour la culture dans ce monde d'après? Je pense qu'il y a un risque pour la culture de toute façon, que de toute façon la culture est un secteur qui est compliqué à maintenir en vie, puisqu'il y a aussi un mouvement d'uniformisation de la culture, notamment avec
sur tout ce qui est audiovisuel, avec toutes les grandes plateformes de vidéos à la demande, etc., qui se sont développées. Tout le monde, finalement, dans le monde regarde un petit peu la même chose. Donc le risque, c'est l'uniformisation. Oui. Et donc, il faut aussi, de ce point de vue-là, du point de vue de la culture, qu'il y ait des interventions de l'État et des gouvernements, une volonté politique de maintenir le tissu culturel et donc de forcer, en quelque sorte, les acteurs, les grands acteurs qui profitent de la culture, d'un point de vue économique, je veux dire, d'investir massivement dans la création et de soutenir la création. Je pense que les créateurs qui sont au bout de la chaîne sont aussi en danger aujourd'hui et qu'il faut qu'il y ait des politiques fortes de soutien. Après, je pense que justement, d'un point de vue du public, cette période de confinement, c'est aussi une période qui permet de se rendre compte à quel point, finalement, quand on n'a plus grand-chose, c'est hyper important d'avoir chez soi des bons livres, oui, des bons films à regarder, etc. Parce que sinon, on va mourir, quoi, d'un point de vue intellectuel. Donc je pense aussi que je suis assez confiant sur le fait que les gens prennent aussi conscience de ça et de l'importance de la culture. Maintenant, voilà, encore une fois, cette prise de conscience au niveau des gens, il faut aussi qu'elle soit suivie d'effets et de soutien de la part des gouvernements, et notamment de notre gouvernement en France. Sinon, il y a un risque d'appauvrissement et de disparition de certains acteurs, et notamment des créateurs, comme les auteurs. Alors, je vais vous poser la question rituelle que je pose à tous mes invités en cours de podcast. Ce podcast s'intitule « Les gens qui lisent sont plus heureux ». Est-ce que vous êtes d'accord, Julien Sandrel? Est-ce que les gens qui lisent sont plus heureux? Alors, est-ce que les gens qui lisent sont plus heureux? Moi, je crois, oui. Je crois que lire un livre, en fait, ça a des effets à plein de niveaux. En fait, je pense que ça nous permet de prendre le temps, de faire une sorte de pause dans un monde qui justement va très très vite. C'est quelque chose c'est une activité qui permet de se calmer extérieurement, mais aussi de nous remuer intérieurement. Donc ça permet de sortir de l'immédiateté de l'image, de prolonger les émotions, de prendre le temps, de réfléchir, de se questionner sur le monde, sur sa propre vie. Donc je ne sais pas si on en ressort totalement plus heureux dans le temps immédiat, puisque parfois lire un bon roman ou un bon livre, ça nous remue, ça nous émeut. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on en ressort, à mon avis, plus riche d'expériences, plus riche d'émotions. Donc je pense que, si je résumais, je dirais que la lecture, c'est certainement un bonheur à deux vitesses. C'est-à-dire qu'il y a un premier effet immédiat qui est, notamment avec les romans, l'évasion, le fait de s'extraire de nos vies, d'avoir une sorte de parenthèse dans notre vie. Et puis, à plus long terme, un deuxième effet qui est le fait de construire notre bonheur futur en construisant notre rapport au monde et en nous armant, finalement, pour affronter les épreuves de la vie. J'entends beaucoup de gens, j'écoutais une émission de radio tout à l'heure, où une femme expliquait que son mari pétait les plombs, qu'il était comme un lion en cage, qui ne savait pas quoi faire depuis 15 jours. Qu'est-ce qu'on dit aux gens qui n'ont pas pris l'habitude de lire jusqu'ici, que c'est le meilleur remède au confinement? Est-ce que la lecture, c'est pas le meilleur remède au confinement? En fait, je pose la question comme ça. Alors déjà, je pense que honnêtement, moi je vois beaucoup passer sur les réseaux sociaux de gens qui disent que le confinement, ça permet justement d'avoir plus de temps, de prendre du recul, etc. Moi je pense qu'en fait pour beaucoup de gens, malheureusement, ce n'est pas vrai. C'est-à-dire que le confinement, en réalité, pour beaucoup de gens, ça veut quand même dire de la promiscuité, ça veut quand même dire par exemple des enfants à la maison en permanence, oui, la difficulté de s'isoler, la difficulté de trouver du temps pour soi, des activités, des tâches ménagères à faire en plus, quand les gens sont en télétravail ou alors quand ils continuent à travailler, parce que malgré tout, il y a quand même toute une frange de la population, ces gens dont on parlait, qui continuent à faire tourner la société de l'extérieur, qui travaillent, et ils ont quand même leurs enfants à gérer à la maison. Donc je pense qu'il y a quand même beaucoup de gens pour qui c'est pas de tout repos ce confinement. Et alors pour ceux qui ont la chance que ça dégage un peu de temps, oui, moi je pense que c'est justement l'occasion de sortir de l'immédiateté. Puisque effectivement, on vit tous des vies qui sont un peu à 100 à l'heure, quoi. Donc si on a la chance, pour une fois,
eh bien, d'avoir un peu de temps et d'avoir quelques heures devant soi de tranquillité, eh bien, plutôt que d'avaler des séries qu'on pourra toujours avaler le soir après le travail en temps normal, eh bien, autant prendre le temps pour se poser, puis pour lire des choses qu'on n'aurait pas eu l'occasion de lire à d'autres moments, pour se cultiver, pour apprendre des choses, et puis pour se poser un petit peu sur nous, sur notre vie, sur la marche du monde et sur ce qu'on veut pour cette période d'après-confinement. Et peut-être qu'on va y découvrir des trésors cachés, et ce serait quand même pas mal. Alors vous me disiez tout à l'heure que écrire c'était pas simple pour vous. Est-ce que vous arrivez à lire quand même pendant le confinement ? Alors, pas tellement, parce que justement, malgré tout, je suis quand même en période d'écriture. C'est-à-dire que je suis en train d'écrire mon roman suivant, donc le roman pour l'année prochaine. Donc, j'étais quand même déjà assez avancé dans l'écriture de ce roman. D'accord. Donc, le temps que j'arrive à dégager, j'essaye de le consacrer à l'écriture. Et quand je suis en période d'écriture, eh bien, je lis un petit peu moins. Parce que justement, c'est un peu moins prioritaire, quoi. Donc, je pense que la période de lecture sera certainement post-confinement pour moi. Alors vous écrivez en ce moment, mais est-ce qu'on peut faire abstraction du monde dans lequel on est en ce moment ? Je pose la question plus simplement. Est-ce que le confinement sera d'une manière ou d'une autre dans votre prochain roman ? Non. Moi, je pense qu'il ne sera pas dans mon prochain roman, parce qu'en fait, et je me suis posé la question sur ça, faut-il écrire sur le confinement, etc. Je vois fleurir beaucoup de journaux de confinement, etc. C'est vrai. Et en fait, moi, je pense qu'on va arriver assez rapidement à un point de saturation. Je pense qu'en réalité, les gens, je crois fortement au pouvoir d'évasion des romans et des livres en général, et je pense que les gens, à un moment, surtout quand on sera sorti de cette période terrible, auront probablement envie d'autres histoires. Donc moi, je me suis pas du tout mis une quelconque contrainte de parler de ça. Ensuite, évidemment, ça peut influer sur ce que j'écris, sur les émotions que je fais vivre à mes personnages, etc. Mais en tout cas, je n'ai pas modifié ce que j'avais l'intention d'écrire en intégrant le confinement. Peut-être que ça viendra plus tard, peut-être dans un deuxième temps avec un peu plus de recul, mais non, moi je suis pas pour l'écriture à outrance sur le confinement, parce que personnellement, moi je commence un petit peu à saturer de voir en gros finalement les mêmes choses qui reviennent, puisque au final on vit un petit peu tous la même chose dans ce confinement. Et puis tout le monde s'est jeté sur ce concept là du journal de confinement. On ne citera pas les noms des auteurs, mais bon, au bout d'une semaine, vous aviez la moitié des écrivains parisiens qui avaient raconté leur confinement, alors qu'on ne sait pas vraiment comment seront les choses dans un mois, dans 2 mois. On n'a pas beaucoup de recul finalement. Vivre une semaine, 2 semaines pour l'instant à la maison, c'est pas si terrible. 1 mois, 2 mois, on en reparle après, non ? Exactement, et puis en plus je pense que pour écrire un journal entre guillemets de confinement intéressant, je pense qu'il faut vivre des choses intéressantes, et je pense que si on reste chez soi, si on a la chance, comme moi honnêtement, d'être chez soi avec ses enfants, sa famille, évidemment avec des choses qui sont plus complexes à gérer que d'habitude, mais bon, on est globalement en bonne santé et on va bien. Je suis pas sûr que ce soit extrêmement intéressant pour les gens, et je pense que ça peut aussi être très agaçant pour les gens justement qui sont dans des situations beaucoup plus dramatiques, qui vivent des situations liées au virus très dramatiques, et puis ou alors d'autres, comme on décrivait tout à l'heure, qui sont frappés de plein fouet par ce que cette crise révèle, et notamment les inégalités sociales, parce qu'évidemment, un journal des personnes qui, par exemple, vivent à 5-6 personnes dans 40 mètres carrés, dans une cité sans balcon ni rien, je pense que effectivement leur journal de confinement peut être intéressant éventuellement à lire, mais sauf qu'ils n'ont pas le temps de l'écrire. Ouais. Est-ce que malgré tout, est-ce que vous avez quelques conseils de lecture ? Est-ce qu'il y a des livres que vous avez lus avant le confinement qui vous ont beaucoup plu ces dernières semaines, ces derniers mois ? Est-ce que vous avez quelques idées pour ceux qui pourront encore se procurer des livres dans les semaines qui viennent ? Ouais. Alors moi je suis très j'aime le romanesque en fait. Donc moi je suis vraiment lecteur de romans quasiment exclusivement. Ouais. J'aime beaucoup des auteurs de littérature française contemporaine comme Delphine de Vigan, David Kostoi-Kinos ou Grégoire Delacour, ou des auteurs de polar comme Olivier Norek, Fred Vargas, voilà. Donc moi ce que je pourrais conseiller éventuellement dans des styles
assez différent. Et puis avec cette idée de lecture d'évasion, c'est par exemple les romans de Valérie Perrin. Que j'aime beaucoup. J'ai beaucoup aimé Changer l'eau des fleurs et je pense que c'est un roman qui vraiment permet d'avoir une sorte de bulle de douceur et de parenthèse hyper intéressante dans cette période. J'aime beaucoup certains auteurs de polar, donc j'en citais tout à l'heure. J'ai lu un livre récemment là qui s'appelle Dans son silence d'Alex Michaelides, qui est un très bon polar en fait, et qui là aussi permet quelques heures de s'évader. Et voilà, je pense que c'est ce dont on a besoin en ce moment justement. Oui, Dans son silence, il y a un formidable twist. Je repense à ce roman. Ça fait partie de ces thrillers où on a un rebondissement qui vous tient en haleine jusque dans les 20-30 dernières pages. C'est ça aussi un des plaisirs de lire dans cette période. C'est vrai qu'on n'est pas forcément interrompu tout le temps et qu'on peut rester accroché à un roman comme ça. Il n'y a pas beaucoup de... Et quand pas beaucoup de pratiques culturelles qui vous absorbent, qui vous enivrent presque que le livre. Ça a un pouvoir formidable dans des circonstances comme celles qu'on vit, non ? Oui, tout à fait. C'est un pouvoir d'évasion absolument extraordinaire. Et en plus, je trouve que l'effet d'un livre dure beaucoup plus longtemps que l'effet d'un film. Alors, à quelques exceptions près, évidemment, il peut y avoir un film ou une série qui reste en rémanence pendant longtemps, mais c'est quand même assez rare. Je trouve que ça marche beaucoup mieux avec le livre, en tout cas. Quand on lit un très bon livre, eh bien, on peut y repenser, on peut se poser dessus, on peut relire certains passages qu'on a aimés, et ça nous enrichit, et ça dure. L'effet, la rémanence est beaucoup plus longue, je trouve. Ok, écoutez, merci beaucoup Julien pour ce petit moment, ce spécial confinement. Je rappelle donc votre nouveau roman, Les Étincelles, chez Calman Levy. Le précédent, c'était La vie qui m'attendait, et le précédent encore, qui était le premier, c'était La chambre des merveilles. Vous êtes un romancier à découvrir pour ceux qui ne l'ont pas encore fait. Moi, je vous souhaite une bonne fin de confinement. Et puis, ce que je vous propose, c'est qu'on fasse un épisode déconfiné dans quelques semaines, quelques mois. OK ? Avec grand plaisir. Merci beaucoup, Julien. Bonne fin de journée. Merci à bientôt. Au revoir. Merci. Au revoir. C'est la fin de cet épisode. Je vous invite à le liker, à le partager et tout simplement à en parler avec d'autres passionnés de lecture comme vous. Tous les épisodes précédents sont disponibles sur les plateformes de téléchargement et sur la page spéciale qui lui est consacrée sur lci.fr. Les gens qui lisent sont plus heureux. C'est aussi un compte Instagram où vous pouvez retrouver les coulisses de chaque épisode. Je vous dis à bientôt et bonne lecture.